Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis très heureuse de vous annoncer qu'avec Safran Landing System, nous allons partir sur une série de 3 épisodes vous présentant la vie d'un train d'atterrissage. Le premier épisode, c'est celui qu'on tourne actuellement aujourd'hui sur le site de Vélizy pour vous parler conception et modélisation d'un train d'atterrissage. Le second épisode sera tourné sur le site de Bidos pour illustrer la production. Et le troisième et dernier épisode sera tourné sur le site de Dinard, donc également là où je travaille. Vous pourrez ainsi découvrir mon environnement de travail, mes collègues de travail. Et cet épisode illustrera la maintenance et la réparation des trains d'atterrissage. Ce qu'il faut savoir sur Safran Landing System, c'est que c'est une entité qui ne travaille pas seulement sur les trains d'atterrissage, mais également sur les roues et freins, systèmes et équipements. Les programmes emblématiques de Safran Landing System sont l'A320, le Boeing 787, le Falcon 7X et 8X, mais pas que, aussi la TR42, la TR72 et bien d'autres programmes. Aujourd'hui, dans le cadre de cette vidéo, nous allons aller à la rencontre de professionnels qui contribuent à la conception et au maintien en service des trains d'atterrissage. Alors pour des raisons de confidentialité, les programmes exacts sur lesquels travaillent ces professionnels ne seront pas précisés, mais ça n'empêche que la vidéo sera tout de même très intéressante. Je vous laisse d'ailleurs sans plus tarder avec la suite de la vidéo. Allez, suivez-moi! Bonjour Elodie, bienvenue dans l'Atrium chez Safran Landing System, leader mondial du système de train d'atterrissage et de freinage. Merci. Donc je te présente ici une maquette qui est censée représenter ce qu'on appelle l'ATA32. L'ATA32, c'est le chapitre 32 de l'avion qui est spécifique à tout ce qui est système train d'atterrissage. Ça comprend le train lui-même, donc le système d'extension et traction du train pour entrer le train dans l'avion, le système de freinage avec l'intégration des roues et des freins sur le train d'atterrissage et tous les équipements hydrauliques ou électriques qui permettent de piloter le train d'atterrissage dans l'avion. Ça comprend les boîtiers d'accrochage qui permettent d'accrocher le train dans la cellule, les systèmes hydrauliques qui permettent de piloter le système de freinage, les systèmes hydrauliques qui permettent de piloter les vérins pour ouvrir et fermer les portes. Ça, c'est un train avant 320 dans lequel vous pouvez voir donc forcément l'intégration du train d'atterrissage dans l'avion. Les boîtiers d'accrochage qu'on peut trouver ici, c'est le boîtier qui permet d'accrocher le train d'atterrissage quand le train est relevé et tous les systèmes hydrauliques qui permettent d'assurer ces fonctions-là. Et un petit focus sur ce qu'on appelle le système de steering. Ça veut dire quoi, système de steering? En fait, c'est un système hydraulique ou électrique, ici c'est hydraulique, qui permet de diriger l'avion au sol. C'est directement relié aux manches du pilote. Quand le pilote actionne son volant, ça vient actionner ces petits vérins-là qui permettent de faire tourner la roue avant et diriger l'avion au sol. Ça, c'est l'illustration de la maquette ATA32 de ce que c'est faire Safran Landing System sur un avion civil. Alors moi j'ai une petite question à te poser. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe le système de verrouillage, déverrouillage du train? Est-ce que c'est uniquement un système hydraulique ou aussi un petit peu mécanique? Le système de verrouillage du train d'atterrissage, ça dépend de l'avion, mais généralement il est de primaire hydraulique et après certains avions sont en mode, ce qu'on appelle le mode emergency, il peut être électrique ou mécanique. Donc ici sur un 320, c'est un mode de principal hydraulique. Le train d'atterrissage va être verrouillé via le boîtier d'accrochage qui est ici en mode hydraulique et il y aura un système ici qu'on voit qui est mécanique, c'est-à-dire que le pilote, en cas de déverrouillage du train d'atterrissage, s'il faut qu'il fasse tomber son train parce qu'il y a un problème d'énergie hydraulique à bord, et il va venir déverrouiller cette bielle-là via un petit levier qu'il y a dans le cockpit. Ça va venir déverrouiller le boîtier d'accrochage et le train va tomber par gravité. C'est-à-dire que le train va se déplier, la cinématique faisant, c'est que le train va s'ouvrir et les ressorts qu'on voit ici vont permettre de verrouiller le train d'atterrissage pour assurer l'atterrissage de l'avion en toute sécurité. Edouard, il me semble que là je dois aller rencontrer un certain Aurélien. Oui, Aurélien, il est architecte de structure, c'est-à-dire qu'il va définir toute la cinématique pour intégrer les trains d'atterrissage dans l'avion. Ok, bon bah je te suis. Voilà. Alors bonjour Aurélien. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, quel est ton rôle chez Safran Landing System? Je suis à l'équipe avant-projet, je suis architecte structure, donc notre rôle c'est de concevoir des trains d'atterrissage adaptés à un type d'avion, une soupe de train pour les appels d'offres. On commence par faire une géométrie, trouver donc les meilleurs compromis pour respecter la spec avionneur, un encombrement de soute souvent, une position de train de roue, et puis derrière en fait une cinématique du modèle Katia, un encombrement des jeux à respecter et tout un tas de règles qu'on a pour trouver le meilleur compromis pour que le train d'atterrissage soit le plus léger possible, le moins cher possible, et qui rentre surtout dans la soute.
Est-ce que tu peux nous expliquer déjà les différentes parties qui composent un train d'atterrissage? Donc ici, on a en représentatif ce qui est en jaune là, sur l'écran. C'est souvent les deux données d'entrée qu'on a, sans toute la partie train qu'on voit en gris. On a la soute et les roues. Et donc, sur cet avion-là, ce qui était le plus efficace en termes de requis, c'était un train, ce qu'on appelle un train à balancier. Donc, on n'a pas l'amortisseur qui est en direct sur les roues. On a cette partie structure qui s'appelle le caisson, qui est une des pièces principales du train d'atterrissage, qui tient tous les efforts quasiment du train. Et ensuite, on a une articulation qui ressemble un peu à ce qu'on a sur des vélos, donc un balancier ici et un amortisseur ici. À l'atterrissage, on a beaucoup plus rapide que ça, mais on a le train qui s'enfonce comme ça. Donc ça, c'est les premières choses qu'on doit designer, c'est-à-dire les courses amortisseurs, les capacités de charge avion. Donc nous, notre rôle essentiel, c'est de faire la partie cinématique du train, donc la rentrée du train. Ici, on a donc un train à balancier. Pour pouvoir le rentrer dans la soute, il faut un élément de manœuvre. C'est un vérin ici, qui va tirer sur cette chape-là et rentrer le train. Ça, c'est le vérin de manœuvre, le vérin de rétraction, on appelle ça. Le retraction actuator. Ici, c'est un train un peu particulier qui est pas. Il y a un deuxième vérin qu'on voit ici, c'est un vérin d'assistance, c'est un vérin secours. Quand on n'a plus du tout d'hydraulique, il y a des trains qui peuvent naturellement descendre de par la gravité, le centre de gravité du train. Il y a des trains qui ne sont pas ce qu'on appelle free fall, donc on est obligé d'avoir des vérins secours pour pouvoir le verrouiller train bas. Parce qu'une fois qu'il est sorti, le train, il faut aussi, le mouvement principal de rotation, il se fait sur cet axe-là, donc je vais vous montrer la rentrée du train, c'est plus parlant. Donc là, on voit bien que l'axe de rotation, c'est cet axe-là. Par contre, quand il est verrouillé train bas, il faut pouvoir le renforcer en fait, pour pas qu'il se replie dans l'avion. Et donc c'est le rôle de ces deux pièces-là. Ça, on appelle ça une contrefiche. C'est le verrou en fait qui va prendre tous les efforts d'atterrissage pour pas que le train se rentre dans la soute. C'est un des éléments principaux du train d'atterrissage. On a le caisson, le balancier, l'amortisseur et la contrefiche. Après, pour le déverrouillage, du coup, c'est cette contrefiche qui vient se débloquer. C'est cette partie-là, ce qu'on appelle la contrefiche secondaire, qui va avoir le rôle de verrou. C'est une géométrie avec des butées et un système en géométrie, une légère brisure pour que si on a des efforts latéraux, là on appelle ça une side brace, parce qu'en fait elle reprend les efforts latéraux. Quelquefois, sur des trains directs, on a une drag brace qui retient les efforts longitudinaux. Donc là, tu nous as dit que c'était un train à balancier, mais quels sont les autres types de trains qui existent? Le plus simple, le plus léger, c'est le train direct, le train cantilever, comme on a sur un A320 par exemple, sur un A320 train avant, et les trains principaux. Donc on n'a pas ces deux pièces, on a l'amortisseur qui coulisse directement dans le caisson, on n'a pas ce balancier, et le train de roue qui est sur l'extrémité du bas de l'amortisseur, ce qu'on appelle la tige coulissante. Et donc on a un train qui est plus léger, on a moins de pièces, mais qui est souvent plus long. Et puis c'est plus souvent des trains de voilure, des trains d'aile. Sur les plus petits avions ou les avions type ATR, on a plus souvent des trains à balancier. Donc là, vous voyez, ça reste très schématique. Très schématique. C'est les premiers, on va dire, les premiers traits qu'on va dessiner, qu'on va poser. C'est ce qu'on appelle le filaire. On appelle ça, on a un modèle qui s'appelle le master géométrie, qui est un fixe. Et puis ensuite, on va poser tous les points d'interface, les points caractéristiques de la jambe de train. Merci beaucoup pour cette présentation, c'était très intéressant. Bon, alors là, on vient de rencontrer Aurélien, et quelle est la prochaine étape après Aurélien? Alors après les avant-projets, nous allons voir Samuel, qui fait partie du bureau d'études, qui va nous expliquer son métier, concevoir les pièces de son atterrissage, comme nous l'a expliqué tout à l'heure Aurélien. Bonjour Samuel. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer ton métier? D'accord. Alors en premier lieu, je suis ingénieur bureau d'études sur l'équipe Sustain. Alors l'équipe Sustain, qu'est-ce qu'on fait? C'est améliorer le train d'atterrissage tout au long de sa vie. En 20 ans, on peut découvrir des défauts ou juste de nouvelles idées qui apparaissent. Et la deuxième casquette, c'est développement sur des nouveaux programmes. Ce qui est intéressant sur les deux, c'est qu'en même temps, on prend les anciens programmes, on regarde ce qui a été plus ou moins bien et donc on transfère
ce qui a bien été sur les nouveaux. Quels sont tes outils de travail pour faire ça? On va d'abord avoir Katia pour tout ce qui va être pour modéliser nos idées, etc. On va avoir aussi d'autres outils donc, qui sont plus techniques, donc des ordres de développement. On a une idée, après on va passer plusieurs étapes pour la concrétiser. Ça peut être du croquis, des réunions pour en parler. Après on va se référer à des standards parce qu'il y a quand même des règles de conception. Donc ce sont plus de l'état de l'art, plus que des outils informatiques. Et enfin on va avoir tout ce qui va être mis en plan aussi sur Katia. Effectivement, parce que là je vois que donc on a à la fois effectivement une modélisation sur Katia, mais je vois aussi qu'il y a des choses sur feuille là. Si je vous prends cet exemple, donc c'était une requête d'amélioration de produit. Sur les trains d'atterrissage, on avait nos écrous de roue qui étaient parfois difficiles d'accès pour les opérateurs sur piste. Donc on a eu des demandes de qu'est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer le produit à ce niveau-là. D'accord. Donc on peut dire qu'on a eu un brainstorming, donc on a fait des croquis, quelques mesures, etc., récolter des avis. Après ces croquis, on a regardé un petit peu ce qui pouvait être viable, ce qui pouvait être pertinent. Donc on a pu modéliser ce qui nous paraissait le plus pertinent possible afin de proposer et de voir comment on pourrait voir avec la production, niveau faisabilité, etc. Alors là concrètement, tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'on voit là à l'écran? Bien sûr. Ici donc vous avez en représentation un demi-essieu de roue. Donc ce qui permet de tenir en fait ce qui est au bout du train d'atterrissage et qui permet de tenir la roue, c'est ça? C'est ça. C'est vraiment l'axe de la roue. Donc on va avoir cet axe sur lequel on va monter et au bout on aura tout le mécanisme d'écrou. Ce qui est compliqué pour les opérateurs, c'est cette pièce orange qui vient en fait venir maintenir l'écrou, empêcher que l'écrou se desserre. Les écrous avec les vibrations peuvent venir se desserrer. Donc on a un dispositif d'anti-rotation. Cette partie-là qui gênait un petit peu. C'était vraiment pour le brief, c'était expliquer le problème. Donc le problème d'expliquer que les roues étaient très proches du sol, que l'accessibilité était moindre. On regarde qu'est-ce qui est fait actuellement, comment, quels sont les problèmes, qu'est-ce qui fait que c'est compliqué pour l'opérateur. À partir de là, on va essayer de décomposer le problème à son niveau le plus basique, de retomber sur des briques élémentaires du problème pour redévelopper la solution. Et ça, quand tu fais cette présentation, c'est à qui concrètement? Là, c'était une présentation pour les PCE. Les PCE, ils font vraiment l'interface entre technique et client. Ils ont besoin d'un minimum de technique pour donner leur apport, mais après, bien sûr, ils reformulent pour le client parce que le client n'a pas besoin, même envie d'avoir tous les détails techniques qui se cachent derrière les solutions. Et bien, c'est chouette parce qu'en plus, il me semble que c'est prévu dans le parcours d'aller rencontrer des PCE, donc n'hésitez pas à rester au cours de la vidéo pour connaître le métier de PCE. Es-tu déjà allé voir sur l'avion en lui-même des pièces sur lesquelles tu as travaillé, toi? Oui, exactement. Ces écrous de roue, on a pu aller les voir en vrai pour voir comment l'opérateur était à même de les manipuler et aussi sur les lignes de production, voir comment les pièces étaient fabriquées. Quel parcours t'a permis d'arriver ici en termes d'études notamment? Alors j'ai fait un DUT en génie mécanique, plutôt des études de technique brute. Ensuite je suis passé au parcours école d'ingénieur classique, spécialisé en mécanique. Après ça j'ai eu une première expérience en start-up. Après la start-up, je suis retrouvé chez Safran. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas Samuel pour l'explication de ton métier. Alors maintenant Edouard, tu m'amènes où? Alors, on a quitté le bureau d'études avec Samuel. Maintenant, on a rencontré Nicolas, qui est PCE. Donc, le PCE, en fait, c'est la personne qui orchestre toute la faisabilité du produit entre le bureau d'études, le client, l'avionneur. C'est lui qui va orchestrer tout ce travail. Le chef d'orchestre. Allez, c'est parti. Bonjour Nicolas. Bonjour. Toi, tu es PCE. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça signifie? PCE, c'est Programme Chief Engineer, donc ingénieur en chef programme. Je suis au centre de l'engineering pour coordonner toutes les activités engineering et faire le lien avec tout notre environnement. Que ce soit à la fois en interne avec toutes les autres fonctions, mais aussi à l'externe avec nos clients, qu'ils soient MRO, opérateurs ou alors les avionneurs. Alors, tu m'as dit que tu avais 3 grandes missions. Est-ce que tu peux me les dire et me les expliquer aussi? Alors en fait, on agit à toutes les phases d'un programme, donc en conception, qu'elle soit initiale ou que ce soit de l'amélioration d'un produit existant, au support de la production et au support à l'industrialisation. Et après, à la vie en service, à travers le support aux incidents en service directement pour les opérateurs ou au support des MRO. Donc une fois que là, le train d'atterrissage est en service, qui va plutôt aller faire sa maintenance, sa réparation, toi, vraiment concrètement, à quel niveau tu vas pouvoir intervenir? Moi, je vais intervenir pour coordonner les activités pour soit répondre à des demandes de réparation et proposer des solutions de réparation, soit pour améliorer les choses plus largement dans le temps, avoir des solutions de réparation plus efficaces ou plus rapides à terme. Je suppose qu'on ne peut pas devenir PCE du jour au lendemain, ça demande quand même une certaine expérience. Oui, alors il faut de l'expérience, souvent une dizaine d'années d'expérience au moins. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir connu plusieurs programmes,
plusieurs types de trains d'atterrissage, justement pour se nourrir un petit peu de toutes ces expériences avec différents clients. En tant que PCE, vous travaillez sur un programme en particulier ou sur tous les trains Alors d'atterrissage? sur une famille de programmes le plus souvent. Après ça dépend de la taille des programmes, la taille des flottes aussi qui influe sur le niveau d'activité. Et vous êtes tout seul? Non, moi je suis avec une équipe, j'ai des adjoints, ingénieurs en chef, et j'ai des ingénieurs produits qui travaillent sur des petits projets qui viennent justement supporter l'ensemble du programme. Tu nous as dit donc que tu travaillais aussi avec les sites de production, les sites de MRO. Du coup, je suppose que tu restes pas seulement dans ton bureau, tu vas aussi pas mal sur le terrain. Ça peut arriver pour offrir des améliorations où on va regarder comment se comporte le train d'atterrissage en service. Ça peut arriver en production sur une problématique particulière ou aussi pour échanger autour d'un train d'atterrissage avec les différentes fonctions et trouver des solutions directement sur place. C'est aussi régulier qu'on aille chez les MRO pour échanger sur leurs difficultés, comment améliorer les choses. Donc finalement, en fait, c'est un produit qui, même une fois industrialisé, le train d'atterrissage a commencé à vivre sur l'avion, à cycler, en fait, il continue à vivre. C'est-à-dire que quand vous l'industrialisez, il y a des réparations qui existent, mais au fur et à mesure qu'on l'exploite, il peut y avoir d'autres réparations qui sont mises en place. Oui, il y a soit des améliorations du produit directement, soit des solutions de réparation, et puis en plus, la vie fait qu'il y a des aléas aussi pour nos clients. Donc quand il y a un incident au service, on participe à évaluer la possibilité de retourner en vol avec ce train d'atterrissage ou les actions à mener pour qu'il puisse retourner en vol. Donc ça, c'est plutôt effectivement la partie expertise de vous allez voir du coup suite à un incident l'état du train d'atterrissage et c'est vous qui portez un statut sur le fait qu'il peut repartir en service. Alors nous, on fait des recommandations qui sont reprises par l'avionneur qui a délégation lui pour le faire. Et soit on va directement sur avion, soit on donne les instructions au MRO, soit en shop, soit sous aile, pour faire des inspections. Ils nous renvoient les résultats et nous on les analyse pour décider justement quelles sont les actions à mener pour pouvoir voler en sécurité. Alors là, on a quand même un beau décor derrière nous. Alors on aura la possibilité d'en voir encore plus quand on visitera dans le second épisode le site de Bidos pour parler production des trains d'atterrissage. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'on a là derrière nous? Alors là, on a un caisson de train d'atterrissage principal, donc on voit beaucoup de matière de travail. En fait, ici, on voit en V, pareil, le même caisson de train d'atterrissage, mais là, c'est un train d'atterrissage avant. On voit la différence de taille parce qu'il y en a un qui a l'impact de l'atterrissage, par exemple, et l'autre qui est plus là pour la direction. C'est la seule grosse différence entre le train d'atterrissage avant et le train d'atterrissage principal? Il y a une grosse similarité qui est à chaque fois, c'est un amortisseur, principalement. Par contre, le train d'atterrissage avant, lui, il a vraiment une fonction en plus qui est la fonction de direction. À la fois tout le système hydraulique qui permet d'orienter, mais aussi tout ce qui est sensor qui permet de remonter la position du train pour que l'avion puisse piloter justement l'angle du train d'atterrissage. Tout à l'heure, en début de vidéo, j'ai fait une interview d'Aurélien qui nous a expliqué la cinématique d'un train d'atterrissage, mais avec un balancier. Là, il me semble que c'est un autre type de train d'atterrissage. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, alors en fait, c'est un train d'atterrissage direct avec une tigeontée. C'est les principaux trains d'atterrissage qu'on a. Les trains à balancier sont plutôt sur les trains principaux. Même si il y a quelques exceptions. Il peut y avoir des trains principaux sans balancier. Et donc là, la grosse différence, c'est qu'en fait, l'amortisseur, il n'est pas à part, il est vraiment contenu dans le caisson. Il est contenu dans le caisson directement, avec la tige qui vient se comprimer et qui vient comprimer de l'huile et de l'azote dans une ou deux chambres suivant les trains d'atterrissage. C'est le train d'atterrissage avant qui permet au sol d'orienter l'avion. C'est ça. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe là avec le train d'atterrissage qu'on a devant nous? On a tout un système de tuyauterie qui vient alimenter deux vérins qu'on vient pousser d'un côté. À l'intérieur, il y a une crémaillère qui vient faire travailler la partie qu'on voit là. Et du coup, comme elle pousse là, lui va tourner dans ce sens-là. Et après, pour inverser le mouvement, il suffit d'inverser les flux par un bloc hydraulique qui est là. Et du coup, c'est le vérin de l'arrière qui vient pousser. Et on revient dans le... Quelle est la partie la plus complexe d'un train d'atterrissage? Je pense qu'en fait, il y a des complexités dans un peu chaque domaine. La vraie complexité, c'est de trouver des solutions qui arrivent à répondre à des injonctions qui sont parfois contradictoires. On cherche à la fois la masse, mais on cherche aussi la robustesse. On est souvent contraint par l'espace dans la case de train. Quand le train se rétracte, on n'a pas les coudées franches et du coup, il faut trouver des solutions pour avoir tout ce qui est nécessaire au sol
mais qui rentrent dans la soute. Je pense qu'il n'y a pas une particule complexe en fait. À chaque fois, sur chaque programme, on tombe sur des complexités qui sont faites de l'environnement avion plus qu'une complexité intrinsèque au train d'atterrissage. Donc finalement, quand vous concevez un train d'atterrissage, vous formez comme un binôme entre guillemets avec l'avionneur qui doit aussi effectivement vous donner ses spécificités en termes de place, de masse aussi Oui. peut-être. Là, on a une spécification qui nous donne des masses, un environnement, et à nous de faire rentrer les fonctions nécessaires dans cet environnement. Et c'est aussi ça qui est passionnant, c'est d'interagir avec nos clients, d'interagir aussi parfois avec les MRO et les opérateurs pour voir eux quels sont leurs besoins au-delà des besoins stricts d'un train d'atterrissage, pouvoir offrir les meilleures solutions. Et vous marchez aussi beaucoup, retour d'expérience. Oui, on se sert beaucoup de retours d'expérience, notamment quand on fait des améliorations de produits. Et même sur les trains d'atterrissage en nouvelle conception, on prend toutes les leçons apprises des programmes précédents pour essayer d'avoir des produits d'un niveau supérieur. Merci beaucoup Nicolas pour cet échange. Donc nous allons continuer notre petit tour dans le bureau d'études pour rencontrer Cécile qui est ingénieure calcul et Juliette qui est technicienne design. Cécile, est-ce que tu pourrais nous présenter ton métier au sein de Safran Landing System? Aujourd'hui, je suis ingénieure calcul sur programme monocouloir. Mon activité principale touche les hard landing. Les hard landing, c'est des incidents en service. En fait, c'est des incidents liés à l'atterrissage. Quand un atterrissage se fait de façon un petit peu violente, ce qui pourrait nuire en fait à la durée de vie du train d'atterrissage. Donc en fait, ce que je fais, c'est que j'analyse les trains pour savoir s'ils seront encore en mesure de voler ou pas. Et alors, comment tu réalises ces analyses? Quelles sont les différentes étapes qui vont amener à la prise de décision finale? Déjà, le point focal chez Safran, c'est le support client qui est contacté par l'avionneur, en fait, lorsqu'il y a un landing, qui contacte d'abord une première équipe, l'équipe des performances et dynamiques. Alors, eux, leur job, c'est de calculer les efforts vus par le train d'atterrissage au cours de l'incident, à partir de données avion, ce qu'ils nous transmettent ensuite au bureau d'études. Et nous, en tant qu'ingé calcul, on procède à une analyse structurelle du train d'atterrissage basée sur les efforts qui ont été calculés au préalable. Donc concrètement, comment tu réalises cette analyse? Donc concrètement, déjà il faut savoir qu'un train d'atterrissage, c'est un peu comme un treillis, c'est une structure qui est quand même assez simple. Donc nous, chez SLS, on fait beaucoup de calculs RDM, de résistance des matériaux. Donc on a déjà une première analyse en effort interne. Et ensuite, pour les pièces qui sont plus complexes, comme la tige qu'on voit ici, ou alors le caisson, on fait une analyse complémentaire par élément fini. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont les éléments finis? En 2 mots, c'est une discrétisation du problème. Ou pour une pièce complexe, on va faire un maillage, donc on va faire plein de petits sous-problèmes pour calculer ensuite des états de contrainte dans chaque élément. D'accord, donc à chaque endroit de Spécifiquement, ta pièce. voilà, pour bien localiser toutes les contraintes, en fait, c'est comme ça qu'on appelle ça dans la pièce. Et donc là, juste pour le cadre du reportage, tu nous as illustré un petit exemple. Est-ce que tu peux nous dire concrètement ce qu'on voit? Là, c'est le résultat que tu vas obtenir une fois que tu as fait tes éléments finis. C'est ça. On regarde la répartition des contraintes et on regarde l'endroit où la contrainte est maximale ou alors minimale en fonction de la contrainte à laquelle on s'intéresse. Et donc là, par exemple, on voit que la contrainte max se situe à cet endroit-là. Donc ce qui veut dire que potentiellement, c'est la zone la plus chargée et qui risquerait de casser. Et donc en fait, en fonction de l'incident, c'est jamais forcément la même zone qui est Non. concernée. Si il y a de la symétrie ou pas, ce sera pas forcément la même zone qui va casser, effectivement. Et donc là, une fois que tu as décelé cette zone où il y a eu le plus de contraintes au moment de l'incident, quelles vont être les étapes suivantes? Alors on a des critères, il ne faut pas que ça dépasse une certaine valeur en fonction du matériau et si ça dépasse, on considère que la pièce est plastifiée et que sa durée de vie peut être impactée. C'est toi qui prends cette décision finale? Non, on a une validation technique et ensuite il y a le PCE qui vient signer et donner de la validité au document. Merci beaucoup Cécile pour ces explications. Merci à toi. Vous avez pu découvrir le métier et le parcours de Cécile. Je vous emmène maintenant à la rencontre de Juliette qui est technicienne design. Alors Juliette, est-ce que tu peux m'expliquer ton rôle au sein de Safran Landing System? Moi, du coup, je suis technicienne design. Donc, mon rôle, en fait, c'est de mettre à jour tous les documents de justification qui peuvent être en rapport avec le train d'atterrissage tout au long de sa vie. Donc, au cours du cycle de vie du produit. On part de la production, l'avion vole, et à partir d'un certain nombre d'années, l'avion doit passer ce qu'on appelle en overhaul, donc toute la maintenance. Et à ce moment-là, le train doit donc être vérifié sur des manuels de maintenance et vérifier que toutes les pièces sont conformes pour de nouveau voler. Et donc, il est très important de faire cette vérification. Au cours de cette vérification, que ce soit les compagnies aériennes, les centres de maintenance, par exemple de Safran, ou d'autres centres aérés,
viennent démonter ces pièces et il peut y avoir des demandes de modification de ces pièces, d'évolution qui peuvent être en lien avec l'évolution de la production à l'initiale, changement de fournisseur, changement de pièces, amélioration des pièces. À partir de là, nous, on reçoit les demandes de ces compagnies aériennes, des centres de maintenance ou de la production, par exemple des Safran, qui nous demandent de mettre à jour certaines pièces. Au niveau du bureau d'études, on reçoit les demandes de modification et moi, en tant que technicienne, je dois analyser ces demandes, faire une proposition d'amélioration ou alors je vais demander à mon équipe supérieure, au niveau des ingénieurs, qu'ils nous fassent une proposition et qu'on puisse dire ensuite si on accepte ou non ces modifications. Une fois que ces modifications, on a la solution industrielle qui peut nous convenir à nous en tant que bureau d'études ainsi qu'à la production, parce qu'au niveau de la production, on va mettre à jour tout ce qui va être données de définition, tout ce qui va être plan pour finalement aller à la production. On vient rédiger ces documents de modification, de justification, donc ça permet d'appliquer les modifications. Une fois qu'on a ça, on obtient une traçabilité du cycle de vie entier de chaque pièce sur le train d'atterrissage qui permet au train d'atterrissage d'être conforme. Une fois que tout est tracé, on a l'historique, le train d'atterrissage, toutes les pièces sont conformes. On peut donner un agrément pour que l'avion puisse être validé et reparte ensuite en vol après la maintenance. Et ça peut être quoi concrètement ces modifications? Des modifications de structure, des modifications... Ça peut être des modifications de structure. Moi, les avions sur lesquels je travaille on commence à être produits dans les années 1980. Donc entre-temps, il y a pu y avoir des évolutions de design. À l'époque, on avait designé de cette façon-là. On se rend compte qu'il faut améliorer, il faut faire perdurer le produit à travers le temps. Donc, on a des modifications de structure, on peut avoir des erreurs sur des données de définition, ou alors des matières qu'il faut changer parce qu'on est obligé de trouver des alternatives. On peut passer des pièces qui sont forgées à des pièces usinées. En fait, on doit vraiment tracer tout ce qui se passe au niveau de tous les process, fournisseurs, matériaux, structures, design, erreurs de typographie, tout ce qui peut être essentiel et qui permet en cas de problème ou pour améliorer les manuels de maintenance, être conforme finalement. Là, tu nous as cité un exemple de passer d'une pièce forgée à une pièce usinée. Qu'est-ce que ça va apporter? Le point positif, c'est que les pièces forgées, c'est une méthode d'industrialisation qui est assez complexe aujourd'hui. On va avoir des difficultés à trouver des matières. Donc c'est très important de pouvoir évoluer à travers le temps et donc de faire des pièces usinées, réduction de coûts, parce qu'en termes de production, on a énormément d'étapes d'industrialisation avant d'arriver à un forgé. Alors que pour une pièce usinée, donc on va partir d'une barre, on va venir usiner, on va avoir un process qu'on met en place au niveau de la chaîne de production qui est facile et ensuite on peut produire en série. Donc c'est avantageux en termes de coût, en termes de temps et du coup on peut produire en série beaucoup plus rapidement. Et tes outils de travail pour exercer toutes les missions que tu nous as présentées? Alors, le premier outil, ça va être un logiciel qui nous permet d'avoir la traçabilité des configurations de tous les avions. Donc ça va être le BABA qui nous permet en fait de retrouver un train d'atterrissage parce qu'il y a 4 ou 5 avions différents, donc il y a 318, 19, 20, 21. Dans ces avions-là, vous avez différentes configurations de train d'atterrissage. Parce que dans le monde, il existe des pistes normales, des pistes lisses, revêtues, sans souci, et on a une autre sorte de piste qui va être non revêtue. Et donc on adapte les trains d'atterrissage pour avoir un peu plus d'amorti et être capable de prendre en conséquence les changements de piste. Et donc, pour pouvoir suivre un petit peu toutes les configurations, le premier logiciel qu'on utilise, c'est vraiment un logiciel qui trace les archives, qui trace la configuration et qui nous permet de retrouver les données dont on a besoin. Une fois qu'on a retrouvé les données qu'on a besoin, donc on a l'historique, on a la traçabilité, on va avoir la chance, dans le bureau d'études, d'avoir l'illustration en fait, des pièces sur lesquelles on travaille. Donc on va utiliser un logiciel de conception qui nous permet d'avoir en 3D la modélisation en fait, finalement, du train d'atterrissage, donc d'avoir toute la maquette sous nos yeux. Donc là, on a un train complet A320 qui nous permet en fait de visualiser, par exemple, je voudrais travailler sur telle pièce, la demande est sur telle pièce ou telle pièce. Et donc après, on peut venir l'ouvrir, la regarder les dimensions. Et donc par exemple, si on a besoin de mettre à jour une mise en plan, un dessin industriel, et on part de cette pièce, on récupère le dessin industriel sur le logiciel de conception, on met à jour le dessin. Ensuite, on prend ce dessin, on le met dans notre document justif et on vient appliquer le avant-après pour montrer l'évolution. Et on me donne notre aide. Merci beaucoup Juliette. Voilà. Merci à vous en tout cas, c'est super. Ce que je vous propose maintenant, c'est de rencontrer un ingénieur navigabilité pour parler navigabilité. Et pour ce faire, je vais à la rencontre de Fabrizio. Bonjour Fabrizio. Bonjour Elodie. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous parler de votre métier? Je suis ingénieur navigabilité. Le métier consiste à créer un cadre réglementaire parce que la navigabilité définit la partie réglementaire. Quand on vole, on ne fait pas qu'est-ce qu'on veut. Et donc il y a une réglementation qui est déclinée au travers des avionneurs, vers les MRO et dans ce cas, pour nous, vers les équipementiers. Donc on crée un cadre réglementaire
qui permet à toutes les personnes de faire de la conception. Ici, on fait de la conception. Ce cadre réglementaire permet d'œuvrer, de faire de la conception d'une façon réglementaire. Pour parler un petit peu plus technique, Oui. quelle est vraiment la réglementation à respecter quand on conçoit un train d'atterrissage? Donc la réglementation, si on est en Europe, émane de l'Union européenne directement, qui mandate une agence qui est l'EASA, l'agence pour la sécurité aérienne, qui définit toute une série de règlements. On a les règlements pour les organisations. On a parlé de la conception, on a ce qu'on appelle les spécifications techniques. Donc on a la Certification Specification 1625 que tout le monde doit respecter. Donc des exigences strictement techniques, par exemple les vitesses d'atterrissage, la possibilité d'amortir d'une certaine façon. C'est des spécifications qui font des dizaines et des dizaines de pages. Ça fait partie de la certification, donc on doit être capable de dire je suis conforme à ce règlement parce que je t'amène ces preuves qui peuvent être des analyses. Dans notre cas, la plupart c'est des tests qui sont faits sur avion ou sur banc. Et donc concrètement, le projet, il vient à partir de quel moment entre vos mains, plutôt vers la fin, une fois qu'il est passé entre les mains de l'ingénieur calcul, l'ingénieur design? Alors, le projet, normalement, surtout quand on est avionneur, il vient dès le début. C'est-à-dire la partie navigabilité, c'est la partie qui va définir, et j'ai une spécification à laquelle je dois répondre, comment je vais y répondre. Parce que forcément, derrière, il y a tout un aspect économique. Ça serait idéal de faire toujours des tests, ça coûterait un peu cher. Quand on peut démontrer, on démonte par exemple par analyse, par simulation, par modélisation. Donc l'ingénieur de navigabilité va construire ce qu'on appelle le plan de certification, qui va dire, parmi les dizaines et dizaines de certifications, d'exigences, je vais certifier de cette façon. Je vais utiliser dans ce cas-là un test, dans un autre cas une analyse, une méthode, et c'est présenté par les avionneurs aux autorités. Les autorités ont le rôle de dire oui ou non. Donc à partir de là, après tout est développé et ça rentre dans le cycle de développement normal. Ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est le suivi de navigabilité. Une fois que l'avion est certifié, si on doit continuer à le suivre. On ne peut pas fermer la boîte et puis dire bon, j'ai certifié mes avions, je m'en vais. Non, il faut donc avoir un maintien de navigabilité, suivre le comportement des avions, comment les équipements, dans notre cas l'état d'atterrissage, se comportent, est-ce qu'il y a des problèmes, des modifications à faire, des réparations, toute une série de choses qui est réglementée. Est-ce que vous suivez aussi les consignes de navigabilité qui sont publiées quotidiennement? Oui, oui. C'est quelque chose qui rentre dans votre scope de métier? Oui, tout à fait. Les consignes de navigabilité, elles sont émises par l'autorité. Il faut rappeler qu'une consigne de navigabilité, c'est la seule façon que vous avez pour dire à un opérateur de faire une activité. Parce que ça vient de l'autorité. Mais l'autorité, forcément, elle s'appuie sur les avionneurs, les équipementiers. On connaît, grâce au suivi de navigabilité, il peut y avoir une faiblesse. Cette faiblesse, on peut l'accepter ou pas. Normalement, on ne l'accepte pas. Et on peut arriver à demander des inspections, voire un changement de pièce. On est à la base ceux qui définissent le contenu de la consigne de navigabilité. Et au point de vue réglementaire, c'est après émis par l'autorité. Et ce type de poste, ça demande quoi comme bagage, à la fois technique, à la fois peut-être de diplôme, de parcours? De diplôme, je dirais, c'est un diplôme d'ingénieur. Comme j'ai dit, il ne faut pas être spécialisé. Par contre, l'ingénieur spécialiste, lui, va parler son langage. Si je ne le comprends pas ou si je l'arrête, au bout de 10 minutes, ça sera fini. Donc, il faut comprendre son langage. Et ça demande quand même de l'expérience aéronautique. C'est-à-dire, je ne démarre pas ayant fini mon poste d'ingénieur en faisant ingénieur de navigabilité. Parce que, comme disait toujours mon ancien chef anglais, mettre au sol des avions, c'est très facile. De les remettre en vol, c'est très difficile. Donc, il faut vraiment savoir quand on va dire non. Merci beaucoup, Okay. Fabrizio, pour cet échange. C'est moi. Bonjour Jean-Cédric, alors toi tu es PSM, est-ce que tu peux nous dire ce que ça signifie? Bonjour Elodie, oui effectivement, moi je suis Jean-Cédric, je suis PSM. Le métier de PSM, en gros, c'est le garant de la satisfaction client. Le PSM, il fait partie avec le programme Chief Engineer du même équipe de travail sous un programme. Donc tu as le chef d'orchestre qui est l'ingénieur en chef, le PCE, et tu as le PSM qui lui va être côté après-vente. Du coup, une fois qu'on a vendu nos produits à nos clients, les compagnies aériennes, de s'assurer qu'ils sont satisfaits, que leurs problématiques techniques sont résolues, qu'ils ont les pièces pour faire voler leur avion, réparer leurs jambes, et surtout qu'ils sont contents d'un point de vue global, qu'on prenne en compte leurs avis et les questions qu'ils peuvent avoir. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret, une situation où tu vas être amené à intervenir et de quelle façon tu vas intervenir pour pouvoir illustrer au mieux ton métier? Si on prend par exemple la nuit, le support technique est 24/24, fourni par Safran Landing System, dès qu'on a une jambe qui est montée sur un avion. À 2h du matin, tu reçois un appel d'une compagnie aérienne, ils ont 200 personnes à bord, ils doivent repartir, ils ont vu qu'il y a un éclat, un problème sur ton train d'atterrissage. Ils vont appeler notre front office, qui est le Customer Support Center, qui va contacter nos équipes techniques support client, qui là vont analyser, regarder ce qu'on peut faire, ce qu'on peut réparer ou pas. Donc s'il y a réparation, les ingénieurs support produits vont faire la réparation avec l'appui de l'ingénieur en chef pour libérer la pièce. Si la pièce n'est pas réparable, on va devoir dire à la compagnie, il va falloir changer la pièce. Et là,
ils vont se tourner vers les équipes commerciaux. Et lorsqu'on est en journée, par exemple, ils vont se retourner vers le PSM pour poser la question, est-ce qu'on a des pièces disponibles pour pouvoir aider la compagnie aérienne? Et donc là, le PSM, il va faire son rôle de faire la liaison entre la problématique technique qui a été remontée par les équipes support produits, les équipes logistiques, s'assurer qu'on a les pièces de dispo pour pouvoir envoyer en urgence et aider la compagnie aérienne. Et quel est le parcours que toi tu as suivi pour en arriver à ce métier-là? Est-ce que c'est un métier que tu peux avoir en sortie d'école, en première expérience ou plutôt plus tard? Ça dépend. Moi j'ai fait une école par exemple, j'ai fait une école en maintenance aéronautique. J'aurais pu prendre un premier poste support produit, en PSE par exemple, mais j'ai fait plutôt du bureau d'études parce que je voulais connaître nos produits en amont. Après je suis arrivé ingénieur support produit, donc PSE et maintenant PSM. Tu as la possibilité de passer sur un autre programme si jamais tu veux travailler sur d'autres types d'aéronefs, même des hélicoptères par exemple, ouais, bien sûr. Où ça redemande de repasser au bureau d'études avant de remonter PSM. Non, pas forcément, parce que l'avantage qu'on a, c'est qu'on fait des trains d'atterrissage. Je n'ai pas envie de dire qu'un train reste un train, il y a bien sûr des particularités, mais dans les grandes fonctions, un train d'atterrissage, ça restera un train d'atterrissage qui a le savoir-faire. Alors on a beaucoup parlé de la satisfaction client. Concrètement, comment vous êtes évalué vis-à-vis de ça? Est-ce que c'est un chiffre concret, une note qui vous est donnée? Très intéressant comme question, parce qu'effectivement, il faut savoir qu'on est évalué autant par les avionneurs que par les clients de manière annuelle. Donc c'est vers la mi-année que ça va tomber, et ça, ce qui illustre, entre guillemets, l'état ou le niveau de satisfaction qu'on a pu dégager ou faire ressentir à nos clients. Et quand je dis clients, je parle bien des compagnies aériennes et de nos avionneurs. Merci beaucoup Jean-Cédric pour ces explications. Je t'en prie, merci. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo au sein de Safran Landing System sur le site de Vélizy vous a plu. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y en aura également deux autres. Une qui sera tournée sur le site de Bitos pour illustrer la prochaine étape que va suivre le train d'atterrissage, c'est-à-dire la production. Et une dernière vidéo qui sera tournée sur le site de Dinard pour illustrer la maintenance et les réparations. Si vous aussi vous êtes tenté par l'idée de rejoindre l'aventure Safran, sachez que Safran Landing System recrute sur le site de Vélizy, mais pas que. Ils recrutent dans différents types de métiers, que ce soit les ingénieurs, les techniciens, les fonctions support type achat et qualité. Je pourrais pas vous citer tous les postes, mais je vous laisse aller consulter le site internet de Safran dans l'espace recrutement. En ce qui me concerne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à mettre un commentaire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.